Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule. Fidèles amis auditeurs de Point virgule, c'est heureux de vous savoir nombreux à ce rendez-vous qui vous apporte un plus. Merci de nous avoir rejoints. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous parlons du Code de l'enfant. Lorsque l'enfant naît, il est protégé par l'État qui lui garantit tous les droits. D'ailleurs, la loi 2015-08 du 23 janvier 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin est venue à point nommé pour définir un cadre légal qui protège l'enfant. C'est un code qui organise la désignation, la protection et les droits de l'enfant en République du Bénin. Du haut de ses années d'expérience dans le domaine de la défense des droits de l'homme, Miguel Hueto est également l'une des actrices non négligeables de la société civile au Bénin. Miguel Hueto, bienvenue. Merci à Point virgule de me recevoir. C'est vrai que je vous ai présenté brièvement, mais de façon plus approfondie, que doit-on retenir de cette brave dame que vous êtes? Il faut juste retenir que c'est une béninoise de nationalité, elle est juriste de formation et s'intéresse depuis quelques années aux questions de droits humains qui l'a amenée ou l'a conduite à co-créer une organisation non gouvernementale dénommée Human Rights Priority, entendez en français priorité aux droits humains. Alors, vous savez, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté le 23 janvier 2015 une nouvelle loi portant sur le Code de l'enfant. Et certains articles de ce code sont revenus à l'actualité récemment. Mais quel est le but de cette loi? N'existait-il pas auparavant des mesures ou des lois de protection de l'enfant au Bénin? Bien sûr qu'il y avait de façon éparse un certain nombre de dispositions qui se retrouvaient dans des documents isolés. Et je voudrais rappeler que le Bénin est parti à la Convention relative aux droits de l'enfant qu'il a adoptée en 1989. Et donc, cette convention n'est que le corollaire, si vous voulez, de la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Donc, vous signez, vous ratifiez, vous devez domestiquer. Et cette domestication s'est faite progressivement, sans doute, avec la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Bien entendu, avant cette loi-là, il y avait d'autres instruments, tels la Constitution elle-même. À côté de la Constitution, on peut avoir aussi la loi portant Code des personnes et de la famille, les différentes lois relatives aux mutilations génitales féminines, aux violences faites aux femmes et aux filles, et d'autres instruments qui viennent, on va dire, mettre en place le cadre juridique. Le Code pénal est venu montrer un peu les sanctions qu'encourerait un individu qui serait reconnu coupable d'une atteinte portée à un droit de l'enfant. Est-ce qu'à votre avis, cette loi vient-elle dicter à un père ou une mère de famille comment éduquer son enfant? Sinon, de façon concrète, qu'est-ce qu'elle vient changer? Je crois qu'une loi n'a pas vocation à dire à quelqu'un comment vivre. Une loi, elle vient simplement créer un cadre, mettre des balises. En société, nous sommes dans ce qu'on va appeler l'espace public. Et dans l'espace public, chacun vient avec ses tares, ses qualités, ses compétences, donc ses atouts, mais aussi ses défis. Pour donc faciliter la vie en commun, la vie en communauté sans heurts, il y a donc que des lois existent. Et l'inobservation de ces lois-là, des dispositions de ces lois-là, justement, c'est cette inobservation qui est sanctionnée. Donc, la loi portant Code des personnes et de la famille, à mon sens, n'a pas vocation à dicter aux parents comment se comporter, comment vivre leur vie de famille avec leurs enfants. Simplement, elle vient rappeler à l'attention des uns et des autres que les enfants sont des êtres humains, qu'ils ont des droits et que ne pas respecter ces droits-là, c'est se mettre sous le coup de la loi. Ensuite, elle vient dire un peu quelles sont les obligations qui incombent non seulement aux enfants eux-mêmes, mais aussi aux parents, à l'État et à toute personne dans la société vis-à-vis des enfants. Et pour aller plus loin, vous savez, le chapitre 5 de la première section de cette loi définit les droits de l'enfant ainsi que les responsabilités des parents et de l'État.
La majorité des articles sous ce volet mettent au premier plan l'intérêt supérieur de l'enfant. Qu'entendons-nous par intérêt supérieur? Un intérêt supérieur, c'est justement un intérêt qui prime sur tout, donc qui est au-dessus de tout. Il s'agit ici, dans le cas d'espèce, de veiller à ce que toute décision, tout acte, tout comportement, toute action, toute mesure à prendre qui concerne un enfant puisse prendre en compte son intérêt supérieur. Exemple, on veut prendre une décision dans une famille, on doit faire en sorte que cette décision, qui normalement a vocation à venir corriger un dysfonctionnement, que cette décision ne vienne pas créer d'autres problèmes pour l'enfant. Donc, faire en sorte que la décision, le comportement, l'acte, la mesure, quelle qu'elle soit, et que l'on a envie de prendre, que cette décision-là puisse prendre en compte le bien-être de l'enfant sur tous les plans. Qui définit donc cet intérêt supérieur? Et comment l'État peut-il s'assurer que les décisions prises par les différentes personnes impliquées dans la vie de l'enfant ont en considération cet intérêt supérieur? C'est vraiment compliqué, on va dire. Il n'y a pas un baromètre spécifique qui puisse nous permettre d'évaluer pour voir si l'intérêt supérieur, de le quantifier, je vais le dire comme ça. Il n'y a pas un baromètre, mais toujours est-il que le bien-être d'un individu, quand vous avez un enfant en face de vous, lorsqu'il est épanoui, lorsqu'il est bien portant, lorsqu'il a un épanouissement sur tous les plans, encore une fois, concret, on peut le savoir. Et donc, à partir de ce moment, chaque individu qui interagit avec un enfant doit pouvoir savoir, en fonction de la décision ou de l'action qu'il a à mener, qu'est-ce qui va dans l'intérêt de l'enfant. Est-ce que, par exemple, oui, on a des enfants, je donne un exemple, vous avez un enfant à la maison ou des enfants à côté, il y a des tâches ménagères qu'ils doivent pouvoir faire. Mais est-ce que ça va dans l'intérêt de l'enfant de porter, d'un enfant par exemple de 3 ans, de porter une bassine de 15-20 kilos sur la tête ou de porter un sac de ce kilo-là sur la tête. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, je pense que le législateur fait confiance aussi au bon sens de chacun, à la capacité de chaque être, de chaque individu à mesurer justement l'impact positif ou négatif de ses actions vis-à-vis d'un enfant. Miguel, dites-nous quelles sont les responsabilités de l'État envers l'enfant. Par exemple, la protection de l'enfant en situation familiale inadéquate. Est-ce qu'il existe des lois pour l'émancipation des enfants en situation difficile? Vous savez, les enfants déjà, comme on l'a dit, leur bien-être dépend ou repose sur les actions, les décisions que vont prendre d'abord les parents, mais aussi sur les mesures prises, les mesures, les programmes, les projets, tout ce qui est mis en œuvre dans un État, donc par un gouvernement. À partir de cet instant, il y a des institutions étatiques, il y a des organisations non gouvernementales, il y a différents acteurs qu'on va appeler les acteurs de la chaîne de protection de l'enfant qui concourent à leur bien-être. Lorsque vous avez des enfants en situation de vulnérabilité, généralement, lorsque l'information n'est pas portée vers les autorités, ces enfants-là, leurs charges vont peser sur les parents, donc sur la communauté. Mais il est vrai que l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs. Je veux nommer, par exemple, les centres de promotion sociale qui sont sous la coupole de la direction de la famille, de l'enfance et de l'adolescence, sous tutelle du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ces centres de promotion sociale ont vocation, comme leur nom l'indique, à assister, à écouter, à orienter. Donc, toute personne, y compris les enfants en situation de vulnérabilité et qui ait besoin d'un appui sur le plan social. Malheureusement, il arrive de plus en plus que dans des cas comme ça, et j'aime souvent parler avec preuve, je vous donne un exemple concret. Un enfant qui n'a pas les moyens, qui est malade mais qui n'a pas les moyens de se faire soigner. Logiquement, il y a ce qu'on appelle le fonds d'assistance, le fonds d'aide et d'assistance qui doit pouvoir permettre de soulager ces personnes-là. Malheureusement, ce fonds ne couvre pas tous les volets. Mieux, pour obtenir les papiers, il faut faire des allers-retours, mais à n'en point fini, quittant les autorités, allant chez eux, etc., etc. Donc, ça devient, pas que ça devienne forcément, mais il y a des mesures, il y a des dispositifs mis en place par l'État, mais c'est insuffisant quand on regarde l'immensité de la tâche à abattre. Et les personnes en situation, surtout les enfants en situation de vulnérabilité,
Généralement, elles sont livrées à elles-mêmes, ces personnes-là, ces enfants-là. Vous en croisez qui, malheureusement, parfois prennent le chemin de la perdition. Vous en trouverez qui vont se livrer à de petits vols. Donc, vont se retrouver pris dans l'étau parfois d'adultes qui les initient à cela. Parce que ces personnes-là leur donnent de quoi manger, les aident d'une manière ou d'une autre. Donc oui, ces enfants bénéficient d'appui, entre guillemets, de la part de l'État de façon éparse, mais c'est insuffisant. Un autre volet important soulevé par cette loi, l'article 18, c'est la protection contre les pratiques traditionnelles jugées néfastes, notamment l'excision, le mariage forcé et bien d'autres. Quelles sont les actions menées par la société civile et au-delà de ça, votre ONG pour s'assurer de la protection des enfants contre ces pratiques? Miguel Ruto n'a pas vocation à s'exprimer au nom de la société civile béninoise. Vous savez, la société civile, elle a plusieurs composantes. Miguel Ruto n'est qu'un individu dans ce marigot de personnes ou d'acteurs. Donc, qu'est-ce que elle fait? Je peux vous le dire de façon concrète. Qu'est-ce que nous on fait? Encore une fois, nous croyons fermement que donner priorité aux droits humains, c'est vraiment contribuer au développement du Bénin. Et donner priorité aux droits humains, ça passe par l'éducation aux droits humains. Donc, c'est déjà pour nous de sensibiliser, d'informer la couche concernée, donc la cible, les enfants, sur leurs droits, mais aussi leurs devoirs vis-à-vis de la société, de leur donner les outils pour qu'ils puissent s'auto-protéger, qu'ils sachent à quel moment ils peuvent estimer qu'ils sont en danger. Quels sont les indices qui puissent leur mettre la puce à l'oreille lorsqu'ils estiment qu'ils sont en danger ou qu'ils sont dans un milieu où ils estiment être davantage vulnérables. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vers quelle structure ils peuvent se diriger? Quelles sont les personnes dans leur communauté qui puissent leur venir en aide? C'est ce à quoi nous nous attelons, mais c'est aussi parfois, à travers des émissions, radio, télé, et c'est le lieu de remercier Point Virgule pour cette opportunité qui nous est offerte, ainsi que vos collègues des autres médias qui ne cessent de contribuer d'une manière ou d'une autre à porter l'information, à sensibiliser, à éduquer aux droits des enfants, mais aussi aux droits de l'homme de façon générale. La seconde partie de la loi portant sur le statut et l'état civil de l'enfant différencie entre filiation naturelle et légitime. Nous reviendrons sur les conséquences d'une telle différenciation, mais la distinction majeure porte justement sur la conception de l'enfant pendant le mariage des époux et le fait que l'enfant légitime porte le nom de son père. Vous savez, nous vivons dans un pays où le taux de mariage civil reste encore très faible et la plupart des ménages vivent en concubinage, parfois sous l'illégalité de la pratique de la polygamie. Une telle décision n'aurait-elle pas des implications négatives sur les enfants non légitimes? Évidemment, c'est à la limite, ça stigmatise. Ça stigmatise parce que, imaginez un enfant à qui on dit, tu n'es pas un enfant légitime. Ça a une connotation péjorative et donc ça peut stigmatiser cet enfant. Mais je pense, et là j'essaye d'entrevoir un peu ce qui a prévalu dans la tête du législateur en me disant que c'est une façon de catégoriser, c'est juste une forme de catégorisation, ce qui normalement dans les actes ne doit pas porter atteinte aux droits d'un enfant, qu'il soit classé dans la catégorie d'enfant légitime ou d'enfant naturel. Et ce qui est bien aussi, c'est que depuis 2004, la loi portant code des personnes et de la famille est venue supprimer ce qu'on a appelé pendant longtemps chez nous le privilège de masculinité, mais aussi cette affaire il est enfant légitime, il est enfant naturel, il est enfant homme né hors mariage. Oui, les classifications demeurent certes, mais aux yeux de la loi, aujourd'hui, un enfant reste un enfant. Il jouit des mêmes droits. Un exemple concret, c'est que oui, vous avez un couple constitué légalement, donc marié devant un officier d'état civil. Des enfants sont nés de cette union-là. Ces enfants auront les mêmes droits qu'un enfant, par exemple, que le monsieur aura eu dehors ou que le monsieur aura eu avant d'entrer dans les liens du mariage. Je veux dire, vis-à-vis de la personne à qui incombe sa filiation. Donc, si l'enfant
est né du monsieur, cet enfant-là aura les mêmes droits que tous les enfants qui sont nés de ce monsieur-là et vice-versa, si c'était le cas d'une femme. La loi apporte aussi des clarifications juridiques et sociales sur l'adoption au Bénin. Il existe encore une certaine réticence des familles béninoises à l'idée de l'adoption. Existe-t-il des structures d'accompagnement de l'adoption qui s'assurent, par exemple, du bien-être et de la protection de l'enfant adopté? Oui, au Bénin, depuis quelques années, nous avons une structure étatique qui a été évoquée dans la loi portant code de l'enfant en République du Bénin. Et si mes souvenirs sont bons, les membres de ce comité-là ont été installés il y a quelques mois par Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Donc ce comité a normalement compétence à étudier et à faire les investigations pour statuer sur tout ce qui est procédure d'adoption. Est-ce que les personnes qui désirent adopter remplissent les critères, les conditions prévues par la loi? Est-ce que ces personnes offrent vraiment l'espace, l'environnement qu'il faut pour qu'un enfant, une fois dans ce milieu-là, donc adopté, puisse jouir convenablement de ses droits? Et en fonction donc du type d'adoption vers lequel on va, est-ce que la famille d'origine de l'enfant aussi pourra toujours continuer de bénéficier des nouvelles, donc prendre des nouvelles de l'enfant ou pas? Donc ça dépend, c'est pourquoi je parle des types d'adoption. Dites-nous, Miguel, quelle distinction existe-t-il entre enfants légitimes, enfants adoptés et enfants placés communément appelés Vidomégon au Bénin? Mais l'enfant légitime, c'est cet enfant-là qui est issu d'un lien matrimonial. Donc, pour faire simple, c'est un enfant qui a vu le jour dans une famille où l'homme et la femme sont mariés devant la loi, donc par un officier d'état civil. L'enfant adopté, c'est cet enfant-là, donc on ne connaît peut-être pas les origines ni les parents, mais qu'un individu ou qu'un couple a pris sur lui la décision d'adopter, donc d'intégrer dans sa famille. Et pour faire cette intégration, il faut satisfaire à certaines conditions au regard de la loi et il faut suivre toute une procédure. Et lorsqu'on arrive à bout de cette procédure-là et que le comité ou la structure compétente estime que oui, vous avez passé toutes les étapes avec succès, l'enfant devient votre enfant, vous l'adoptez. Celui qui adopte l'enfant lui donne son nom. Donc, quand vous adoptez un enfant, l'enfant n'est plus considéré comme un enfant issu d'une autre famille, puisqu'il porte désormais votre nom. Mais là encore, ça dépend du type d'adoption. Il y a ce qu'on appelle l'adoption simple, il y a ce qu'on appelle l'adoption plénière. L'adoption simple va faire que l'enfant ne coupe pas totalement le lien avec sa famille d'origine, mais l'adoption plénière peut être un peu plus peut avoir des effets beaucoup plus tranchés que l'adoption simple. L'enfant placé, c'est tout enfant, donc de genre masculin ou féminin, qui se retrouve confié à une famille ou à une personne pour diverses raisons. Parfois, ils sont placés tout simplement parce que les parents eux-mêmes n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc, ils estiment que s'il vit ou si elle vit avec cette famille ou dans cette famille, même s'il est maltraité, il aura de quoi subvenir à ses besoins. Et on dit souvent chez nous que de cette maltraitance-là, normalement, doit découler une personne mieux aguerrie pour affronter les aléas de la vie. Bon, après, malheureusement, on se rend compte que la maltraitance va au-delà de la limite. Et que c'est dans ces cas-là qu'on peut regretter, justement, qu'on place son enfant ou qu'on le confie aux soins d'une autre personne. De quelle protection supplémentaire les enfants placés bénéficient-ils et qu'est-ce qui est fait pour s'assurer du respect de la loi? On ne va pas dire qu'ils bénéficient d'une protection supérieure. Les enfants placés, même s'ils sont dans cette catégorie qu'on appelle enfants placés, restent des enfants. Et donc, les droits qui prévalent pour les enfants de façon générale prévalent pour eux. Maintenant, on est d'accord que parce qu'ils sont enfants placés, ils sont sujets à beaucoup d'atteintes portées à leurs droits. Et dans ces conditions-là, lorsque ça arrive, justement, les services sociaux de l'État doivent pouvoir prendre action et faire en sorte d'abord de les extraire de ce milieu-là qui n'est pas propice à leur épanouissement, de situer les responsabilités. Donc,
s'il y avait des personnes sur qui pèsent des soupçons, de faire des investigations pour voir si on confirme qu'elles sont coupables, ces personnes-là, d'une atteinte portée aux droits de cet enfant-là, et qu'elles puissent subir la rigueur de la loi. Mais c'est aussi parfois de faire de ce qu'on appelle la médiation auprès de la famille d'origine pour que les parents comprennent le bien fondé de cette action, pour qu'ils comprennent que l'enfant ne peut pas subir ça parce que nous sommes dans un pays de droit. Donc ça rappelle aussi à l'attention des parents leur responsabilité, tout simplement. Maintenant, il y a une chose que je vais dire, entre parenthèses, je crois que c'est important. Beaucoup ne savent pas ou ne comprennent pas qu'on ne peut pas déplacer un enfant comme on veut sur le territoire béninois. Je veux dire, c'est l'enfant à ma cousine, c'est l'enfant à ma sœur, à mon oncle, et je vais d'un point A à un point B avec cet enfant sans autorisation. Lorsque les forces de sécurité qui sont sur la route me font un stop, on est capable de me demander ce qui prouve que ces enfants sont miens. Si je n'ai pas la possibilité d'apporter cette preuve-là, on peut me conduire au commissariat, quitte à ce que les parents même viennent confirmer que oui, nous avons donné notre accord pour qu'ils puissent déplacer les enfants. Parce que dans ces déplacements intempestifs, on assiste à à des cas où les enfants vont être conduits, par exemple, vers le Nigeria, vers le Gabon. Ils sortent du pays de façon clandestine. On les sort du pays. C'est mieux de le dire ainsi, pour aller subir je ne sais quel traitement en dehors. Justement, votre intervention nous emmène à parler du travail des enfants, et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir quel est l'âge minimum requis pour les enfants travailleurs. 5 ans, 10 ans, 13 ans ou 14 ans, dites-nous. Déjà, il faut dire que un enfant ne doit pas être travailleur. Un enfant ne doit pas se retrouver en milieu de travail ou en situation de travail. Un enfant peut aider ses parents à la maison, un enfant peut aider ses parents à la boutique, un enfant peut accompagner ses parents au champ, etc., etc. Mais un enfant ne devrait pas se retrouver dans une situation de travail. Et même si cela devrait arriver, la loi exige que l'enfant ait fini au moins le cours moyen, deuxième année, donc niveau CM2, avant de se retrouver, que ce soit en apprentissage, que ce soit dans un milieu de travail, quel qu'il soit. Donc minimum niveau cours moyen, deuxième année, et avoir passé les 13 ans, avoir passé l'âge des 13 ans. Est-ce que cette limite d'âge s'applique-t-elle aussi aux enfants apprentis? Parce qu'on les retrouve souvent dans des ateliers de mécanique, de couture, même dans la maçonnerie et bien d'autres métiers. Exactement, normalement. C'est cela le principe que pose la loi. Mais bon, malheureusement, comme vous le constatez, ils sont relativement plus jeunes que ça à se retrouver dans des centres d'apprentissage. Et c'est ça l'un des défis que nous avons à relever. Nous avons tous vu des enfants beaucoup moins âgés de la tranche de 5 à 7 ans vendre au bord de la rue ou en apprentissage chez le mécanicien du quartier. Comment est-ce qu'on peut décourager ces pratiques, Miguel? Je crois qu'il faut sévir. Pas sévir vis-à-vis des enfants, mais sévir vis-à-vis des parents. Je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des enfants dans ces situations-là. Et parfois, j'achète tout pour lui permettre de rentrer. Et quelques minutes après, vous le retrouvez encore avec un autre étalage. Et il m'est arrivé déjà de demander, mais et ta maman? Ils me disent, elle est juste à côté. Et quand vous avancez, vous voyez effectivement la maman à côté en train de vendre. Donc, c'est un extra que de laisser l'enfant aussi aller rapporter un peu d'argent, en fait. Et toutes les fois que vous prenez des enfants, vous les ramenez chez eux à la maison, vous dites aux parents, faites attention, ne les laissez plus. Vous revenez dans le même espace quelques jours après, vous revoyez ces mêmes enfants. Donc, je crois il va falloir qu'on sévisse parce que beaucoup de parents ne comprennent pas. Je peux comprendre ou je peux essayer d'entrevoir les défis parentaux liés justement aux besoins, à la survie, la subsistance quotidienne. On vous dira, s'il ne vend pas, comment on va faire pour s'en sortir? Il faut que les adultes comprennent que les enfants ne demandent pas à naître. C'est les adultes
pris, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais vous êtes 2 adultes et parce que le virus de je ne sais quoi vous a piqué le temps d'une virgule, vous amourachez, vous avez du plaisir pour quelques minutes sans vous protéger et un enfant naît. Et puis après, on vous dit, on n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Que les gens disciplinent leur libido, tout simplement. S'ils sont incapables de discipliner leur libido, qu'ils se protègent. Parce qu'il faut qu'ils se disent que aller à l'acte sexuel, c'est un besoin physiologique, certes, mais ce qui peut en découler, c'est énorme. Donc, en prendre conscience et se poser la question de savoir si on a les moyens et les capacités de supporter les éventuelles conséquences ou d'un tel acte, c'est s'assurer de ne pas laisser des progénitures dans la nature sans soin. Et donc, parce que le faire, c'est en rajouter au problème que l'État a déjà, auquel l'État doit faire face. La loi formalise aussi les droits et devoirs des enfants et des parents. Nous aimerions apporter toutefois quelques clarifications à ce que la loi stipule. Par exemple, le respect de la liberté d'opinion. Expression, pensée, conscience et religion de l'enfant est mise en avant. Mais en même temps, l'article 44 de la loi stipule que l'enfant, selon son âge et ses capacités, a le devoir d'obéir dans son intérêt supérieur et à ses parents, ses éducateurs et ses formateurs. Comment réconcilier ces 2 lois qui peuvent, à certains moments, être contradictoires? Je crois que les dispositions ne sont pas si contradictoires que ça. C'est simplement de dire que les enfants ont des droits. Vous avez cité le droit à l'expression, le droit de penser. Est-ce qu'un adulte peut empêcher un enfant de penser? Je ne pense pas. Même quand on a une autorité parentale, je ne pense pas qu'on dispose de levier pour empêcher un enfant de penser. C'est pas possible. Liberté d'expression. Est-ce que on peut pas empêcher un enfant de s'exprimer? On peut ne pas prendre en compte son expression, ce qui découle de son expression. Mais il suffit simplement. Ce qu'on demande, c'est de laisser les enfants s'exprimer. Je vais vous donner un avantage qui peut découler de la libre expression, de la liberté de s'exprimer reconnue aux enfants. Vous savez, cela passe par le dialogue déjà parent-enfant. Pour que votre enfant ait cette facilité à s'exprimer, c'est beaucoup de leviers à la fois. C'est l'éducation, c'est peut-être la lecture, c'est un certain nombre de choses, mais c'est aussi le dialogue parent-enfant. Exemple concret. Vous avez votre fille avec qui vous avez l'habitude d'échanger. Donc, elle vous doit le respect dû à votre autorité ou à votre rang de parent, mais vous trouvez toujours un espace pour échanger, pour l'écouter, partager ses journées, vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école, les personnes qu'elle a côtoyées, qu'elle a rencontrées, etc. Cet enfant aura la spontanéité de venir vous dire que, maman, aujourd'hui, là, j'ai vu un tonton qui m'a tapé les fesses. Papa, aujourd'hui, là, je discutais avec un camarade à l'école qui a attrapé mes seins. Mais si vous n'avez pas l'habitude de laisser votre enfant s'exprimer ne signifie pas manquer de respect à son parent ou à son géniteur, justement. C'est l'amalgame, justement, que les gens font en se disant que non, laisser les enfants parler, c'est la porte ouverte à tout. Je crois que non. On peut être ouvert d'esprit, on peut bien échanger avec ses enfants tout en restant ferme, tout en restant rigoureux. Donc, c'est de voir comment on trouve l'équilibre justement entre l'autorité parentale, le dialogue parent-enfant, la capacité d'écouter son enfant, de le laisser vous dire ce qu'il pense sur Y ou X sujet, sans pour autant le brimer. Sinon, généralement, à peine commence-t-il par parler qu'on lui dise qu'est-ce qu'il raconte là? Qui t'a demandé de parler? Et puis, l'enfant, il va se recroqueviller. On va lui faire tout ce qu'il faut pas lui faire dehors. Vous n'aurez jamais l'information. Le devoir d'obéissance préside-t-il au-dessus de la liberté fondamentale de l'enfant? On va pas les comparer ou on va pas les peser dans une balance. C'est pas de ça qu'il s'agit. Après, c'est aussi comment chaque parent organise la vie en famille. Vous savez, on peut bien respecter ou faire droit à l'intérêt supérieur de l'enfant sans que son autorité parentale ne soit bafouée. Donc, généralement chez nous, les gens, ils sont pas des chefs, ils sont pas autorité parentale, mais ils font le chef. Donc, ils s'évertuent à faire le chef. Quand c'est le cas, ça marche pas.
Donc, c'est de trouver les leviers, les astuces pour concilier les deux sans brimer les droits des enfants et sans non plus perdre son autorité. Qu'est-ce qui est fait pour vulgariser le contenu de cette loi à la fois aux enfants et aux tuteurs légaux? Mais il faut rappeler le principe. Le châtiment corporel est interdit au Bénin. Si, de par le passé, cette disposition n'était pas respectée ou qu'un suivi n'a pas toujours été fait pour que cette disposition ou ce principe-là soit respecté, aujourd'hui c'est le cas. Et ça passe par l'école, ça passe par la maison, ça passe par tout milieu où il y a des enfants. Et c'est pour cela justement que de plus en plus vous voyez des personnes qui sont au banc des accusés pour avoir fessé un enfant, causé des dommages ou pour l'avoir châtié d'une façon ou d'une autre. La loi dit un enfant qui marche de travers, donc qui enfreint à une règle familiale ou je sais pas quoi, même à l'école, il faut le sanctionner. La sanction, elle est tout autre chose, sauf le châtiment corporel. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, on peut sanctionner un enfant. On doit d'ailleurs sanctionner un enfant, même un adulte dans la société qui a des comportements hors normes, mais on ne va pas vers le châtiment corporel. Et comme sanction, il y en a plusieurs. Après, c'est peut-être délicat et beaucoup ont du mal à s'adapter, à s'en sortir parce que aussi, vous savez, la mesure ou la sanction qui a marché ou qui a marché sur un enfant X peut ne pas marcher sur l'enfant Y. Si vous punissez un enfant X, vous savez que l'enfant aime regarder les dessins animés à 16 heures de détente et vous le privez de ces moments-là. Par contre, vous voulez appliquer la même sanction pour un enfant qui n'a que faire de la télévision, vous n'aurez pas de résultat. Donc, les sanctions, c'est aussi au cas par cas, c'est de voir l'enfant, c'est de voir qu'est-ce qu'il aime par-dessus tout, de quoi est-ce qu'on peut le priver momentanément pour l'amener à prendre conscience. Mais plus important encore, et c'est là où je vais chuter, c'est vraiment lorsque vous sanctionnez un enfant, de l'amener à comprendre pourquoi il a été sanctionné. C'est important de le savoir, qu'il le sache, et puisque c'est ça qui lui permet de comprendre qu'en fait, il subit cette sanction-là, cette punition, parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Il ne devrait pas faire ça, et lorsqu'il le fait, voilà les éventuelles conséquences. Mais lorsque vous sanctionnez un enfant sans lui dire pourquoi vous le sanctionnez, parfois ça n'a pas non plus d'effet sur cet individu. Et ma dernière question pour boucler cet entretien, que changeriez-vous, Miguel, dans cette loi en tant que mère de famille? Je souhaite pas m'y frotter pour m'y piquer. Je dirais simplement que répondre à cette question-là implique une lecture, une relecture, une relecture de cette loi, mais vraiment à tête reposée. Mais toujours est-il qu'il y a forcément des limites à chaque instrument juridique, c'est de relever ces limites-là et de faire des propositions. On n'a pas vocation à parler au nom des décideurs. Nous, on ne peut qu'attirer l'attention, on ne peut que plaidoyer. Et c'est ce que vous nous donnez encore une fois l'occasion de faire au travers de ce canal. Miguel Cueto, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous dis merci. Nous voici à la croisée des chemins de Point Virgule de ce jour. Avec mon invité Miguel Cueto, nous avons parlé du Code de l'enfant en République du Bénin, en nous référant à la loi 2015-08 du 23 janvier 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin. Nous espérons que désormais, vous en savez un peu plus sur ce thème que nous avons abordé avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de vous protéger contre le coronavirus qui continue de sévir. Vaccinez-vous et faites vacciner votre entourage. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, le port obligatoire et systématique de masques lorsque vous n'êtes pas seul, et l'éternuement dans le creux du coude lorsque vous avez envie d'éternuer, et évidemment, l'utilisation répétée du gel hydroalcoolique. Ensemble, barrons la route au coronavirus. À bientôt. Point virgule. Pour tout savoir et tout comprendre sur les différents sujets, société, politique, culture, environnement, des thématiques sont abordées pour faciliter votre compréhension. Point virgule, la lucarne qui vous apporte un plus. Point virgule, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pour découvrir le contenu intéressant de nos podcasts. Point virgule.